les violences sexuelles entre mineurs. Si vous êtes tous ici aujourd'hui, et nous vous en remercions bien vivement, c'est parce que c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus préoccupant, de plus en plus difficile pour tous les milieux de l'éducation, de la protection de l'enfance, de la justice, mais aussi pour les familles. Alors, de nombreuses instances, j'ai fait toute une enquête pour faire cet état des lieux, et je me suis aperçue que de nombreuses instances s'occupent de la question. Et j'ai pu consulter notamment la PJJ, la CRIP d'Île-de-France. CRIP, c'est cellule de recueil des informations préoccupantes. L'Observatoire de la protection de l'enfance, le service social scolaire de la ville de Paris, le CRI-AVS, Centre ressources des intervenants auprès des mineurs, auprès des auteurs de violences sexuelles. Alors, je suis censée introduire ce colloque par un état des lieux, c'est-à-dire mettre sur la table un certain nombre une description sommaire du phénomène, et puis poser un certain nombre de questions auxquelles répondront ensuite des spécialistes confrontés à ces réalités. Mais un état des lieux, ça suppose des données chiffrées, des statistiques qui précisent l'ampleur du problème. Et alors c'est là que ça se complique un peu. On aimerait partir d'une évaluation précise, mais l'enquête que j'ai pu mener m'a montré que de ce point de vue, c'est particulièrement difficile parce que autant il existe beaucoup de chiffres et d'études sur les violences sexuelles sur mineurs, mais de l'ensemble de la population, avec des majeurs comme des mineurs auteurs, autant des violences sexuelles spécifiques entre mineurs, ça c'est encore très peu exploré. Mais justement, ça devient un sujet vraiment d'actualité, car de tous côtés, on m'a parlé d'études qui sont en cours, de doctorat, de cohortes, de thèses de doctorat, et d'ici peu, il devrait y avoir un certain nombre de publications à ce sujet. On m'a parlé d'une étude de SOS Village d'enfants, cofinancée par l'Union européenne, une étude sur une cohorte d'enfants nés en 2009 et qui ont maintenant 12 ans, l'association Jean Bruche, le colosse au pied d'argile. Nous avons parmi nous même 2 doctorants, un qui va parler au moment de la table ronde, Benoît et Jeanne Devez qui est également là également. Et donc nous sommes en plein dans le mille. Alors quelques chiffres quand même. Les différentes données chiffrées disponibles proviennent principalement du SSMSI, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, ou bien de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ONDRP. Ces chiffres sont ensuite repris et analysés par le récent rapport du Sénat, le rapport d'information « Prévenir la délinquance des mineurs, éviter la récidive ». Et l'INSEE, l'INED aussi ont repris ces chiffres. Alors peut-on tracer une évolution dans le temps? Est-ce un phénomène nouveau? C'est assez vain de se poser cette question parce que les premières statistiques à peu près fiables datent seulement de 2016. Donc nous avons 5 ans de recul pour voir vraiment de façon très précise des données chiffrées. Et en plus, il faut bien garder en mémoire que ces chiffres ne reflètent que les dépôts de plainte ou les faits dûment signalés aux instances compétentes et transmises par elles. Donc on peut penser que d'un côté, si les dépôts de plainte ne sont pas toujours fondés, d'un autre côté, les violences sexuelles peuvent être commises sans être révélées et comptabilisées. Donc ça donne une indication, les chiffres, mais ça n'est pas vraiment très très précis. Alors l'évolution ces 5 dernières années des violences sexuelles par des auteurs mineurs. Alors les mineurs auteurs, il faut savoir qu'on les appelle des MAIX dans le jargon, des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel. D'après le rapport du Sénat sur la délinquance des mineurs, pour les mineurs mis en cause, l'augmentation entre 2016 et 2021, donc sur 5 ans, pour les violences sexuelles sur mineurs, il y a une augmentation de près de 60%, 59,7%. Et de violences sexuelles sur majeurs, parce que ça paraît étrange, mais ça existe aussi, des mineurs qui s'attaquent aux majeurs, probablement en situation un peu de faiblesse, ou pas beaucoup plus âgés qu'eux, plus 58,3%. Ça représente en 2021 10 232 violences sexuelles sur mineurs recensées, de mineurs sur mineurs, et de mineurs sur majeurs 706, avec une forte aggravation en 2020 et 2021 à cause des confinements. Alors voilà pour l'évolution, la tendance. Et ce qu'on peut noter au passage, c'est que les atteintes aux biens ont supplanté, les atteintes aux personnes ont supplanté les atteintes aux biens dans les statistiques. Et parmi les atteintes aux personnes, les violences sexuelles sont en tête.
Alors après avoir vu les mineurs mis en cause pour violences sexuelles parmi les autres infractions commises par les mineurs, voyons un peu la proportion des mineurs auteurs de violences sexuelles, mais tous âges confondus. En 2021, les mineurs mis en cause, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte en 2021 pour les violences sexuelles, représentent, selon le rapport du Sénat, 46% des mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs. 46% des violences, donc tous âges confondus, 46% de mineurs sur l'ensemble de ces violences. Et 3,8% de violences sexuelles de mineurs sur majeurs. Or, les mineurs ne représentent que 21% de la population. Donc 46%, 21%. Vous voyez que les mineurs sont donc surreprésentés dans ce type d'infraction. Alors, bien sûr, majoritairement, ce sont des garçons, mais pas seulement. 12 684 garçons et quand même 435 filles. Ces chiffres sont confirmés aussi par d'autres statistiques. Enfance et Jeunesse Info, d'après une enquête du CRIAVS, avance le chiffre de 1 sur 2 mises en cause pour viol sur mineur qui serait un mineur. Et puis toujours en 2021, 50% des situations accompagnées par l'ensemble des 27 centres ressources pour les intervenants auprès de mineurs auteurs de violences sexuelles, les CRIAVS, concernent des mineurs auteurs. Alors ça, c'est pour les mineurs auteurs, les MAX. Côté victimes, là, on a beaucoup plus de difficultés, on n'a pas vraiment de chiffres, parce qu'on a le nombre des victimes, mais on ne fait pas la distinction entre celles qui sont victimes de majeurs ou de mineurs. On sait par contre que 58% des victimes de viols et agressions sexuelles sont mineurs. Donc largement plus de la moitié. Et sans surprise, les filles sont nettement surreprésentées. 88% des victimes sont des filles. Alors près de 30% des violences sexuelles ont lieu dans le cadre familial. Mais ceci inclut les violences commises par des adultes sur des enfants, des incestes, aussi bien que les violences conjugales. Donc ça ne nous dit rien sur les violences sexuelles entre mineurs en famille. Précisons aussi que les violences sexuelles laissent des séquelles physiques, 1 fois sur 5, et surtout psychologiques, jugées importantes pour 54% des victimes. 54%, c'est une moyenne, parce que pour les victimes de viol ou tentatives de viol, c'est 72%. Il faut lire le livre Amour mineur aux éditions Métropolis, là, qui est un très beau livre sur la question. Alors maintenant, un peu de définition. Violence sexuelle entre mineurs, de quoi parle-t-on? La définition de l'Office national de la protection de l'enfance est celle-ci. La violence sexuelle est la participation d'un enfant à une activité sexuelle qu'il n'est pas pleinement en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en connaissance de cause, ou pour laquelle il n'est pas préparé du point de vue de son développement, ou encore, quatrièmement, qui transgresse les lois et interdits de la société. Pour les auteurs de moins de 13 ans, on ne parlera pas de violence sexuelle, mais de comportement à caractère sexuel préoccupant. Et au-dessus, comme en dessous de 13 ans, les MAX, vous vous rappelez, les mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, bien souvent ont d'abord été eux-mêmes victimes. On dit qu'un auteur de violences sexuelles sur 3 a été lui-même victime de violences sexuelles. Mais on dit aussi que 2 victimes sur 3 réussissent à s'en sortir. Et ceci notamment grâce à vous, un certain nombre d'entre vous, et beaucoup d'entre vous dans cette salle qui travaillent justement pour la protection de l'enfance ou la justice ou autres, qui aident justement, qui concourent à réaliser que justement 2 sur 3 s'en sortent. C'est quand même encourageant. L'âge maintenant. Le rapport du Sénat note avec inquiétude que si pour les auteurs de violences sexuelles sur mineurs, les 15-17 ans sont majoritaires, 43,2%, les 13-14 ans et les moins de 13 ans représentent chacun, selon les années, environ un tiers des mises en cause. 13-14 ans, ils sont 30%, 29,6 exactement, les 11-12 ans, 16%, 16,1%, et les moins de 10 ans, quand même, 11,1%. Alors on voit donc que 27% des mineurs auteurs sont encore impubères.
Ceci induit que la cause de leur comportement n'est pas l'impuissance à gérer leurs pulsions ou l'expression d'une perversité sexuelle. Il faut chercher ailleurs les causes. Alors les violences sexuelles, je surveille l'heure, ça va. Les violences sexuelles entre mineurs concernent surtout les adolescents entre 12 et 18 ans. Mais les victimes, comme les auteurs, ou les acteurs, parce que peut-on parler d'auteurs à 3 ou 4 ans, les acteurs sont de plus en plus jeunes et concernent souvent des petits, de 3 à 8 ans. Un nombre non négligeable de victimes ont même moins de 3 ans. Mais des acteurs, sinon auteurs, des acteurs aussi, sinon auteurs, tout petits, comme cette petite fille de 3 ans qui masturbe son frère de 5 ans et qui lui dit « Tu veux que je te suce ?» Autre manifestation, le phénomène Zaya, mode d'escortage facile et rentable à partir de 13 ans. Le modèle de l'influenceuse qui a réussi en vendant son corps. Il paraît qu'il suffit d'aller sur le bon coin. On s'est ainsi aperçu dans un foyer de protection de l'enfance qu'une toute jeune fille, 13 ans à peine, tirait de confortables revenus de son petit réseau de prostitution établi parmi ses congénères et à l'extérieur du foyer. Ce phénomène concerne donc tous les âges, mais aussi tous les milieux sociaux et tous les lieux. Écoles, familles, centres de loisirs, lieux de vacances, bus scolaires. Alors quelques exemples concrets. À l'école, le problème préoccupe beaucoup les parents. Des événements font régulièrement la une des journaux. Depuis le garçonnet qui raconte qu'un camarade a mordu les fesses d'une fillette dans les toilettes d'une école du Gard, ou cette main courante déposée à Paris par les parents d'une fillette de 4 ans déshabillée par des camarades du même âge et pénétrée digitalement, jusqu'à ces attouchements et doigts dans les fesses subis par 3 bambins de 5 ans dans le Lot-et-Garonne tous les lundis à la sortie de la piscine scolaire de la part de leurs camarades du même âge. Fait divers encore, à Bois-Colombes, où une fillette de petite section de maternelle rentre chez elle avec pleine de sang entre les jambes. Un garçon de moyenne section, 5 ans, 4 ans, lui avait enfoncé le doigt dans la culotte et demandé de se taire. À Lyon, 2 garçons de CP ont agressé un 3e de leur classe en obligeant 2 autres camarades à assister à la scène. Les parents de la victime et des 2 témoins ont porté plainte. Sans parler des classiques et plus innocents touche-pipi qui n'inquiétaient pas du tout autrefois, mais qui maintenant éveillent l'attention. Alors, autre pratique, les jeux des cours de récréation. Le nouveau jeu à la mode, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le jeu de l'olive. Le principe de ce jeu est de mettre un doigt dans les fesses de son camarade par-dessus ses habits, en visant l'anus et sans son consentement pour obtenir un effet de surprise. C'est tellement plus drôle. Présenté comme amusant et innocent, c'est bel et bien une forme de harcèlement sexuel. Alors, laisser faire, réagir, surréagir, à partir de quand s'inquiéter ? Chez les petits, notamment, comment faire la part des choses entre ce qui relève de la simple curiosité normale chez tout enfant qui voudrait faire l'apprentissage de la vie par les sens, voir, toucher, etc., et un comportement vraiment préoccupant, voire agressif. Il y a une province canadienne qui a fait un guide assez intéressant à l'intention des parents. Il a dressé une liste de comportements sains et naturels pour les petits et les plus grands par âge, et puis montrer en regard à partir de quand ça commence à devenir préoccupant, et enfin une 3e colonne quand ça devient vraiment très préoccupant et que ça nécessite le recours à des professionnels. Alors je ne vais pas les détailler tous ici, car il appartiendra aux psychologues qui me succéderont d'en parler. Je donnerai simplement 2 ou 3 exemples pour en tirer 2 leçons. Comportement sain et naturel. Jouer au docteur avec d'autres enfants. Joue au docteur avec d'autres enfants. Examine leur corps, y compris leurs parties intimes. Sain et naturel. Comportement préoccupant. Se fait souvent surprendre à jouer au docteur, même si ses parents lui répètent constamment de cesser ce comportement. Et comportement très préoccupant, forcer d'autres enfants à se dénuder pour jouer au docteur. 2e exemple, aime observer les autres pendant qu'ils sont aux toilettes. On a tous vu ça chez nos enfants et petits-enfants. Ça devient préoccupant. Continue d'observer les autres pendant qu'ils sont aux toilettes, et son intérêt pour cette activité persiste et malgré les remontrances de ses parents. Comportement très préoccupant, refuse de laisser d'autres personnes aller aux toilettes seules, entre dans la salle de bain sans y être invité.
Troisième et dernier exemple, aime être nu et montre parfois ses parties génitales aux autres. Préoccupant, continue à vouloir se montrer nu en public, même si ses parents lui répètent constamment de ne pas le faire. Et très préoccupant, refuse de s'habiller, montre secrètement ses parties intimes en public, même s'il s'est fait réprimander à de nombreuses reprises. Alors ce qui est significatif ici, c'est que si les comportements mus par une curiosité naturelle sont innocents, le propre de l'éducation consiste à faire grandir les enfants en leur apprenant avec douceur qu'il ne faut pas recommencer. Le comportement préoccupant est non pas dans le geste ou l'attitude, mais dans sa répétition fréquente malgré les mises en garde des parents. Et il devient très préoccupant, voire inquiétant, dans sa persistance, accompagnée du secret et parfois de l'agressivité vers autrui. Deuxième leçon, ces attitudes enfantines innocentes sont l'expression d'une curiosité légitime et qu'il faut satisfaire en saisissant l'occasion d'expliquer à l'enfant, à la mesure de son entendement, ni plus, ni moins, mais peu à peu, ce qu'est son corps, le corps de l'autre, le rôle qu'il joue dans sa personne, dans la transmission de la vie, d'où il vient lui-même. Et cela l'aidera à prendre peu à peu conscience de son identité distincte de l'autre. Nous en reparlerons plus loin, je pense que Louis de Franlieu notamment en parlera. Alors il faut savoir que les premiers qui répondent aux questionnements des enfants seront ceux qui seront crus à long terme. Ça c'est très important. Les premiers qui parlent de ces questions, comme d'autres d'ailleurs qui préoccupent les enfants, sont ceux qui finalement auront raison. Si c'est la cour de récréation qui parle en premier, les parents auront beau essayer de passer par derrière, il sera très difficile de revenir en arrière. Il faut que les parents soient les premiers à en parler. Ce sera un petit peu un rempart contre toutes les influences à venir. Alors que faire, à qui s'adresser, comment trier, ça ce sera l'objet de la table ronde tout à l'heure. Qu'est-ce qui déclenche le signalement, etc. Bon. Alors, rechercher un peu les causes. Petit état de lieu sur le contexte maintenant. Le terreau qui peut favoriser, expliquer. On ne peut pas remédier, guérir ou prévenir sans rechercher les causes. Elles peuvent être d'ordre personnel, familial ou bien sociétal, et le plus souvent un mélange de l'ensemble. Ces causes et ce contexte, malheureusement favorables, seront affinées tout au long de l'après-midi. Je me bornerai ici à poser quelques questions, à lancer quelques pistes qui seront largement développées ou contestées ou reprises plus tard. Alors rapidement, j'évoque quelques points. On peut se demander si l'enfance n'est pas soumise à une hypersexualisation. Il n'est plus rare de voir les fillettes de 12-13 ans s'habillant comme des prostituées. C'est ce qui ressort de beaucoup de dossiers de mise en cause. On oublie que les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Contrairement à ce que pourrait le laisser croire, par exemple, une affiche qui a fait beaucoup parler d'elle, savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien, savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureuses aussi. Ça n'est pas innocent. À cela s'ajoutent certains supports malencontreusement fournis par l'Éducation nationale pour la maternelle. Je cite, les chatouilles, tous à poil. Les recommandations de l'OMS pour les droits sexuels et reproductifs dès l'âge de 6 ans. On peut se demander, voilà, on peut réfléchir à la question. Le manque de pudeur qui ne laisse aucune place à l'intimité, la pudeur, ce mot vieillot qui fait peur. C'est pourtant le juste équilibre entre le corps à l'étalage, marchandisé et consommé, et le corps honteux, dissimulé et réservé à une possession masculine dominatrice. C'est un juste milieu, une vraie notion du corps. Il est temps de comprendre le corps comme une partie intrinsèque de la personne humaine, corps, cœur et esprit. C'est le thème de la dernière conférence. Le corps permettant l'expression d'un sentiment et le moyen d'une volonté. Autre chose, la pornographie. Il leur sera largement reparlé cet après-midi. Le modèle familial, il est évident que des comportements sexuels chez les petits comme chez les grands ne proviennent pas d'eux-mêmes. Ils essaient de reproduire ce qu'ils ont vu, voire subi, et cela parfois dans leur famille. Les écrans et les réseaux sociaux. On pense bien sûr aux cours de récréation, mais il y a aussi les bus scolaires, lieux de partage d'écrans bien souvent insoupçonnés des parents. Et il est trop facile, même si c'est vrai, de se défausser de sa propre responsabilité de parent en accusant les GAFAM. Or, quel est le plus difficile pour moi, parent ? Obtenir des GAFAM un contrôle total, un de plus, sur le contenu des réseaux sociaux, ou bien tout simplement ne pas donner de smartphone à mon enfant ?
On se rassure en donnant un portable à son enfant pour ne jamais perdre sa trace, préférant le livrer ainsi les yeux fermés aux prédateurs du net. Fausse sécurité. Le smartphone tue. Alors, c'est une question difficile. Il y a une réflexion à mener, je ne dis pas que c'est simple. Enfin, phénomène important, la confusion des genres et des générations. Cette douloureuse question des violences sexuelles entre mineurs ne nous amène-t-elle pas aussi à nous poser la difficulté des enfants et des adolescents à simplement trouver leur juste place par rapport à eux-mêmes, aux autres et au monde. Il faudra s'interroger sur les effets du climat de confusion des genres et des générations. L'interdit immémorial de l'inceste a pour but de préserver le système d'appartenance généalogique sur laquelle l'enfant construit son identité. Le magistrat Denis Salas parle de l'inceste comme d'un crime généalogique. Et le psychiatre et psychanalyste Claude Ballier qualifie l'inceste de meurtre d'identité, car il détruit le sentiment d'identité des victimes. Or, on parle aujourd'hui d'un Français sur 10 qui serait victime d'inceste. On croit rêver. Il faut savoir qu'à côté du viol ou de l'agression sexuelle, l'inceste se manifeste aussi par un maternage pathologique. Le rôle de la mère. Et lorsqu'un climat incestuel ou très confusionnel existe dans une famille, les enfants peinent à trouver leur repère identitaire et à regarder leurs frères ou sœurs comme autres, distincts d'eux-mêmes. L'effet des agressions entre frères et sœurs est aggravé du côté de la victime par le fait que son agresseur porte le même nom qu'elle. Il faut alors replacer l'ordre des générations et l'accompagnement éducatif consiste à interroger l'enfant sur sa place dans la famille. Alors quelques pratiques révélant cette confusion des places peuvent être par exemple des lits interchangeables entre les enfants, des chambres jamais fermées, des échanges fréquents de vêtements mère-fille ou de souliers mère-fils. Une pratique qui se développe largement aujourd'hui est d'embrasser son enfant sur la bouche. Cette attitude a été largement médiatisée lorsque l'ancien footballeur, vous vous rappelez David Beckham, a posté sur Instagram une photo de lui embrassant sa petite fille sur la bouche. Alors il y a eu une effervescence de discussion. Et les psychologues, certains ont trouvé que c'était normal, que c'était une façon comme une autre de témoigner son amour, mais les psychologues ont mis en garde en disant que si ce n'est pas à proprement parler incestueux, ça empêche l'enfant de se détacher amoureusement de ses parents et de faire progressivement la distinction entre les différentes formes d'amour, d'affection, d'amitié que prennent les relations avec les autres. Bon, idem pour la confusion des genres, qui est banalisée et encouragée et qui empêche les enfants de construire leur identité. L'éducation sexuelle n'est pas d'abord une éducation hygiéniste. Je me protège. Le sexe et les MST, le sida, les grossesses non désirées, le viol. Le sexe, ce n'est pas non plus la recherche du plaisir tout seul et pour lui-même. L'éducation affective et sexuelle, c'est d'abord apprendre à se connaître dans sa réalité corporelle pour pouvoir ensuite connaître l'autre. Tu vois, ton zizi, c'est le signe que tu es un petit garçon. Tu vois, tu es une petite fille. Et les ancrer dans leur réalité corporelle fortifiera la conscience de leur identité propre. Les ancrer dans leur identité corporelle, biologique, les rassure et leur donne envie de grandir pour ressembler à maman, ressembler à papa et les aider à trouver leur place par rapport aux autres. Alors attention, qu'en voulant déconstruire les stéréotypes de genre qui peuvent exister et qu'il faudra déconstruire plus tard, mais on déconstruit chez les petits l'identité, c'est-à-dire la personne, et on l'empêche de grandir par mimétisme. S'ils ne parviennent pas à investir leur identité corporelle, ils ne parviendront pas par la suite à assumer les actes que leur dictera ce corps, sur lequel je n'ai pas de prise puisque ce n'est pas moi. Au contraire, il faut intérioriser leur réalité corporelle qui leur permettra d'en assumer la manifestation. On pourrait parler aussi de l'importance de la filiation, de l'engendrement, qui permet à l'enfant de trouver sa place, mais d'autres en parleront sûrement. Alors, d'accord, pas d'accord, tout ceci on peut débattre, cette journée est faite pour ça. Ce sont quelques pistes qui ouvrent la voie aux autres conférences, témoignages et débats de cette journée qui promet d'être riche.